Cesse de renifler et de pleurer. Tu t'infliges ça à toi-même. Je ne te pardonnerai jamais. Ainsi parla Benjamin Blayak à Connor Hilton. C'était juste quelques instants avant qu'un juge du Texas ne prononce une sentence cruciale qui allait changer leur vie à tous les deux à jamais. C'était la conclusion d'une affaire débutée par un appel au 911 depuis une salle de bain, marquée par une défense inattendue incriminant un médicament contre l'acné et une confession si glaçante qu'on peine à croire qu'elle venait d'un adolescent. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Vous connaissez ce silence lourd et terrible qui s'installe juste avant qu'il ne se passe quelque chose d'énorme. L'ambiance régnait dans une salle d'audience texane cette semaine quand Connor Hilton, 18 ans, a appris sa condamnation à des décennies de prison. Après avoir reconnu avoir tiré sur deux amis lors d'une soirée censée être tranquille chez lui, il en a tué un, laissant l'autre lutter pour survivre. Et juste avant que le juge ne rende la sentence officielle, il a dû simplement rester assis là et écouter non pas ses avocats, mais les personnes qu'il a blessées. Benjamin Blayak, l'ami qui l'a tiré dans la tête et qui a miraculeusement survécu, l'a regardé droit dans les yeux et n'a pas retenu ses mots. Arrête de pleurnicher, arrête de pleurer. Tu t'infliges ça à toi-même, le chagrin. Tu as causé du tort au Riley et à ma propre famille. Je ne te pardonnerai jamais. Peu après, le juge prononça les mots qui allaient marquer la vie de Hilton. Mais nous devons surtout évoquer ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. L'équipe de défense de Hilton a tenté une manœuvre désespérée et audacieuse pour expliquer l'inexplicable. Ils ont soutenu qu'une psychose sévère provoquée par un médicament courant contre l'acné était responsable de sa perte de contrôle. Ce n'est pas une blague, c'est ce qui s'est passé. Nous allons discuter de cette théorie, même si elle ne s'est pas déroulée comme prévu pour la défense. Nous allons discuter de la question de savoir si cela aurait pu réussir ou non. Nous allons en parler. Pour saisir l'importance de ce moment, il faut revenir à la nuit précédant Noël 2023. Nous allons dans cette rue paisible à Friendswood, Texas. Un appel au 911 a révélé une horreur impensable. Un adolescent mort, un autre entre la vie et la mort et une communauté en quête de réponse. Tout cela commence le 23 décembre vers 20h51, selon l'affidavit de cause probable. À ce moment, le service de répartition de la police de Friendswood a reçu un appel glaçant. Un jeune homme caché dans une salle de bain a entendu deux coups de feu venant de la maison à 2 étages et a signalé la présence d'autres personnes avec lui. La police est arrivée en moins d'1 minute. Hilton, bouleversé, était sur le trottoir. C'est alors que les choses sont devenues étranges. D'après l'affidavit, voici le déroulement de l'interaction avec la police. Le sergent Schmidt s'est approché de Hilton, bouleversé, et lui a demandé si quelqu'un était blessé. Le déposant a déclaré que Hilton a acquiescé d'un signe de tête et qu'on lui a demandé qui était blessé. Le sergent Schmidt a informé le déposant que Hilton a levé la main avec 2 doigts tendus, a fait un geste en direction de la résidence et a déclaré qu'il y avait 2 adolescents à l'intérieur que Hilton pensait être décédés. Avant que les policiers n'entrent dans la maison, Hilton est déjà dehors et leur confirme qu'il y a 2 adolescents morts à l'intérieur. Alors les agents entrent dans la maison, ils trouvent l'appelant caché dans la salle de bain, ils l'escortent en lieu sûr et il a pu leur raconter ce qu'il avait entendu. Et ce détail directement tiré de l'affidavit est bouleversant. Il est écrit « L'affiant a été informé que l'appelant a déclaré se trouver dans la salle de bain, avoir entendu les coups de feu, puis qu'il y a eu un silence dans la résidence. » L'affiante a appris que l'appelant a dit avoir entendu Hilton pleurer devant la salle de bain en répétant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La découverte des agents fut le pire cauchemar pour tout parent. Dans la pièce principale, l'agent a vu un homme, Ethan Riley, 18 ans, allongé au sol avec une blessure par balle à la tête et une mare de sang sous lui. Vers l'arrière de la résidence, il trouve le deuxième homme, encore une fois, Benjamin Blayak, allongé sur le dos avec une blessure par balle à la tête. Sur une table à l'intérieur, les agents ont vu un revolver à crosse turquoise et finition grise. Les secours évacuent vite les 2 victimes vers 2 hôpitaux. Connor Hilton, à droite, a été conduit au commissariat de Friendswood pour interrogatoire. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons sur ses mains pour détecter des résidus de tir. Juste après minuit, la veille de Noël, ils lui ont lu ses droits Miranda. L'affidavit précise que Hilton a compris ses droits et accepté de parler. Et ce qu'il leur a donné, c'est un aveu complet et détaillé. Nous allons y venir. Nous allons en parler.
J'invite d'abord l'avocate texane Bridget Williams pour en discuter. Merci beaucoup, Bridget, d'être venue dans la rubrique. Merci beaucoup. Une personne cachée dans la salle de bain, ce n'est pas courant dans ce genre d'affaires, n'est-ce pas? Un témoin oculaire. À quel point ce témoignage est-il crucial? Ce témoignage fait-il partie de l'affidavit de cause probable initiale et de la stratégie préliminaire de l'affaire? Je pense que tu as visé juste, tu as vraiment mis le doigt dessus avec ça. Quand on parle de ça, on n'a pas toujours des informations ou un témoin clé comme ça, quelqu'un qui est capable de dire, voilà exactement ce qui s'est passé dès que l'infraction a eu lieu. Et il peut dire, eh bien, il y a eu un silence. Et ensuite, j'ai entendu l'accusé prononcer ces mots exacts. Cette information est cruciale et ce sera un témoignage qui sera présenté lors d'un procès. Ce témoignage figure dans l'affidavit de cause probable. Aussi, il y a simplement les négociations entre le procureur et l'avocat de la défense avant que nous arrivions au procès. Ça va être un facteur clé et une considération importante pour les deux parties. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte pour l'avocat de la défense et pour le procureur. Exactement, car cela établit une chronologie des événements grâce à ce témoin, qu'il s'agisse de légitime défense ou d'un argument déclencheur. La déclaration sous serment mentionnait aussi Hilton, précisant qu'il était visiblement bouleversé sur les lieux, informé de ses droits plusieurs heures plus tard au commissariat et qu'il était procureur. Comment évalue-t-il si un aveu fait dans ces circonstances émotionnelles est volontaire et s'il est recevable ou non? Que doit-on considérer des déclarations d'un suspect à ce stade? Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on est censé vous lire vos droits, Miranda, dès que les policiers arrivent et commencent à vous parler. Quand les policiers arrivent et demandent ce qui s'est passé, ils posent juste des questions générales pour comprendre la situation. Ils ne sont pas obligés de lire les droits Miranda immédiatement. C'est seulement lorsqu'ils commencent à poser des questions plus détaillées sur le crime qui a eu lieu qu'ils doivent lire les droits Miranda si la personne est en garde à vue. Donc, il y a deux aspects à cela. Est-ce qu'il est en garde à vue? Et est-ce qu'on va maintenant commencer à poser des questions sur le déroulement de ce qui s'est réellement passé concernant l'accusation en question? Donc, les agents sont venus lui poser des questions sur ce qui s'est passé et il a fait une déclaration à ce moment-là. Je ne vois rien de mal à cela. À ce stade-là, il va en fait être extrêmement transparent parce qu'il n'a pas d'avocat, ni personne, ni rien à cacher, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'il dit à ce moment-là, il l'a donné volontairement aux policiers. J'ai trouvé cela intéressant d'un point de vue juridique. Ils font tout de suite un test de résidus de tir pour vérifier s'il a de la poudre sur lui pour comprendre ce qui s'est passé. Mais si je ne me trompe pas, il me semble que le test de résidus de tir a été effectué avant qu'on lui lise ses droits Miranda. Est-ce que c'est valable légalement? En tant qu'avocat de la défense, est-ce quelque chose avec lequel ils peuvent travailler? Est-ce que cela crée une faille pour la preuve? Est-il inapproprié de prélever aussitôt des résidus de tir sur les mains d'un suspect? Ils doivent le faire, sinon cela pourrait disparaître. Cela pourrait être quelque chose qu'ils lavent. C'est une preuve qu'ils essaient d'obtenir le plus rapidement possible. Donc, ils doivent pouvoir le faire. Les droits Miranda servant surtout à pouvoir lui poser des questions sur ce qui s'est exactement passé dans cette infraction particulière. Donc, les droits Miranda concernent les questions liées à l'infraction qui a eu lieu. Est-ce qu'il est en garde à vue? Ensuite, lui pose-t-on des questions? Pour les résidus de poudre, ils essaient de les récupérer rapidement car ils peuvent être lavés ou disparaître. Ils veulent donc les obtenir et les analyser au plus vite. D'accord. Parlons-en parce que selon la police, Hilton a fait cet aveu détaillé. Tout a commencé ainsi, selon l'affidavit. Citation. Hilton a déclaré à l'affiant qu'il avait pensé à commettre un homicide et qu'il en avait eu envie depuis longtemps. Et il a dit que Bliak, Riley et un autre ami étaient chez lui. Il possédait une arme de poing que sa mère avait achetée à sa demande. Ils traînaient tous dans la pièce principale quand Hilton a commencé à leur montrer l'arme. Et puis, sans avertissement, sans dispute, il a décidé d'agir. L'affidavit précise qu'il a tiré sur Riley, Bliak et une autre personne une fois dans la résidence. Hilton a déclaré s'être levé, avoir pointé l'arme et tiré sur Riley en premier, côté gauche de la tête. Hilton a dit s'être tourné à droite et avoir tiré sur Bliak à la tête. Hilton a précisé que Bliak a levé les mains de façon défensive lorsque Hilton lui a tiré dessus. C'est un témoignage accablant.
Et il a conclu en disant qu'il comprenait parfaitement ce qu'il avait fait et qu'il devait être tenu responsable. Le 24 décembre, veille de Noël, Ethan Riley est décédé de ses blessures, le médecin légiste concluant à un homicide. Quant à Benjamin, il a failli mourir de ses blessures, mais il s'est rétabli. C'était un miracle. Mais Hilton, lui, a été arrêté. Il a été inculpé de meurtre et d'agression armée. Son procès devait débuter le 8 septembre, mais Hilton a renoncé à ce droit et plaidé coupable dans un accord. Nous en parlerons dans un instant. Mais Bridget, d'abord, en tant que procureur, que demander de plus? Tu as des aveux détaillés. Tu l'entends dire qu'il comprend parfaitement ce qu'il fait. Où l'avocat de la défense peut-il aller ensuite? Je pense que la seule option qui leur reste, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Essayer de trouver des explications qui pourraient justifier pourquoi ce jeune homme aurait fait une chose pareille. Et donc, ils essayaient de saisir tout ce qu'ils pouvaient. À ce moment, ils se sont demandé, peut-on faire venir un expert pour affirmer que le médicament l'a poussé à agir ainsi? C'est une option. L'autre serait de chercher le meilleur accord de plaidoyer et d'éviter le procès. Voici deux options dans ce cas. Avec un aveu complet, les faits ne sont pas toujours en votre faveur. Il faut trouver tout ce que vous pouvez ou négocier le meilleur accord de plaidoyer pour éviter que le client reçoive la peine maximale. Ce qui est choquant dans cet aveu, c'est que ce n'est pas comme s'il y avait eu une dispute ou que quelque chose avait précipité cela. C'est « je voulais faire ça depuis un moment et rien ne l'a provoqué. J'ai littéralement pris l'arme et tiré sur ces personnes. » C'est presque un exemple typique de droit pour définir un meurtre, non? C'est un excellent exemple pour un cours de droit pénal. Mais oui, je dirais que ce qui est un peu particulier dans cette affaire, ou ce qui met un peu mal à l'aise dans cette affaire, c'est qu'il voulait commettre un homicide depuis un certain temps, et pas forcément un homicide contre ces personnes-là. Il a juste parlé d'un homicide, et ça aurait pu être contre n'importe qui, non? Pas du tout. Il est dangereux pour lui-même et les autres. Il voulait commettre un homicide. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Donc, le fait est qu'il aurait pu faire ça à n'importe qui, mais c'était à ces personnes qui étaient là pendant qu'il leur montrait cette arme. Et voici ce qui complique la défense, d'accord? J'ai mentionné qu'ils allaient mettre la faute sur un certain médicament. D'accord, passons à cela. Le 2 septembre. Donc, c'était juste une semaine avant le début de son procès, Hilton a fait quelque chose. Il a comparu devant un juge et plaidé coupable de meurtre et d'agression aggravée. Il a entendu les victimes évoquer l'impact de ces actes. Benjamin, qui a survécu à ce traumatisme crânien après des semaines en soins intensifs et des mois de rééducation, s'est adressé directement à Hilton. D'abord, arrête de pleurnicher, arrête de pleurer. Tu t'infliges ça à toi-même. Tais-toi, Kenley. Non, je suis d'accord. Tu as causé du tort à leurs alliés et à ma propre famille. Je ne te pardonnerai jamais. Le père d'Ethan Riley, Mathieu, a dû ravaler ses larmes en se souvenant de son fils. Je suis assise ici avec tellement d'amour. De l'amour dans mon cœur pour mon fils, Pierre Mathieu Ryan. C'est une belle âme. Plein d'amour. Et c'est un amour qui ne diminuera jamais. Il ne fera que se renforcer. Et c'est une lumière. Une lumière qui continuera à surmonter l'obscurité de tes pensées et de tes actions maléfiques. Et à la fin, Hilton a été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre d'Ethan Riley et à 20 ans pour l'agression aggravée de Benjamin. Les peines sont purgées simultanément. Encore une fois, avant d'aborder cette défense prévue et pourquoi elle n'a pas fonctionné, Bridget, la peine de 50 ans pour meurtre et la peine de 20 ans pour agression aggravée sont purgées simultanément, ce qui signifie qu'il va les purger en même temps. Beaucoup pensent que deux actes violents distincts méritent des peines consécutives. Selon vous, quelle en était la logique? C'est une décision courante d'un juge
Lorsqu'il y a deux infractions qui se produisent en même temps, lors du même événement, c'est quelque chose d'assez courant que font les juges. Ils font purger les peines simultanément. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Cela arrive tout le temps. Dans cette situation, la personne risque désormais 50 ans. Il pourra probablement bénéficier d'une libération conditionnelle au bout d'un tiers de cette période. C'est sans doute pour cela qu'ils acceptent cela. Vous avez ces déclarations d'impact des victimes qui, à mon avis, sont toujours très importantes dans chaque affaire. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand vous entendez la colère brute de Benjamin, quand vous entendez le profond chagrin de Matthew Riley, pourquoi est-ce important, premièrement, en termes de condamnation, à moins qu'il n'y ait simplement une peine obligatoire, disons, à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, il n'y a rien que le juge puisse vraiment faire différemment sur le plan légal. Mais si une marge de manœuvre existe, pourquoi un juge doit-il entendre ces déclarations? Pourquoi est-il important que la famille et les proches de la victime puissent fournir ces déclarations? Eh bien, commençons par pourquoi il est important qu'un juge l'entende. Donc, le juge entend les preuves qui sont présentées lors du procès, qui sont basées sur la culpabilité ou l'innocence, n'est-ce pas? Ou la culpabilité ou la non-culpabilité. Et donc, il se peut qu'ils n'entendent pas ou qu'ils entendent comment cela a affecté la vie de tous les membres de la famille de la victime ou comment cela a affecté la vie de la communauté en général. Et donc, cela donne aux juges cette perspective. Cela leur permet de voir comment cela a influencé leur vie. Et donc, il prend cela en considération pour la phase de la peine. La plupart du temps, une fourchette de peine existe quand quelqu'un plaide coupable d'une infraction. Ce n'est pas simplement « Oh, vous prenez 20 ans, il peut y avoir une fourchette ». Et donc, le tribunal prend en considération comment cela a-t-il impacté la vie de toutes ces personnes dans la communauté. Et ensuite, il donne la parole à chacun des membres de la famille, aux personnes qui viennent réellement s'exprimer à ce sujet. Cela leur donne simplement l'occasion de se sentir entendus, leur offre la possibilité de confronter réellement le prévenu et de dire ce qu'ils avaient probablement envie de dire depuis des années. Donc, avec l'éligibilité à la libération conditionnelle, Hilton pourrait sortir dans la soixantaine. C'est bien ça? Quelles sont les chances que cela arrive? Il y a de nombreux facteurs pour déterminer l'éligibilité à la libération conditionnelle. La plupart du temps, une personne éligible à la libération conditionnelle la demande à la Commission des libérations conditionnelles du Texas. Donc, je dirais qu'il y a de fortes chances qu'il puisse sortir en liberté conditionnelle plus tôt. Je pense que très souvent, les gens peuvent y être éligibles des années avant la fin de leur peine. S'il prend 50 ans, il peut demander une libération anticipée pour bonne conduite. Donc, sortir bien plus tôt. Maintenant, parlons de cette défense, d'accord? C'est ça, le point principal. J'ai mentionné plus tôt que quelques jours avant cela, l'équipe de défense de Hilton a fait une dernière tentative pour prouver son innocence. Ceci vient de KHOU11. Son équipe a soutenu que le médicament courant contre l'acné, Accutane, est ce qui a provoqué la psychose ayant mené aux fusillades. Ils ont fait venir un expert à la barre le 25 août pour défendre leur cause. Voici comment cela s'est passé. Avez-vous formé une opinion quant à savoir si Connor souffrait ou non de psychose la nuit de l'incident dans cette affaire pour laquelle il est inculpé? Oui. Quelle est cette opinion? Est-ce qu'il avait un traitement pour son trouble psychotique? Le médecin a déclaré que, selon lui, Hilton n'avait pas le contrôle de ses pensées ou de ses actes lors de la fusillade, attribuant principalement la crise psychotique à l'Accutane. Les procureurs ont vigoureusement contesté cette théorie. Ils ont exigé une preuve concrète d'un lien de causalité direct et personnel, pas seulement une possibilité générale. Ils ont dit qu'il était psychotique à cause de l'Accutane. J'ai besoin que vous établissiez un lien et que vous m'expliquiez comment la prise d'Accutane par Connor Hilton l'a rendu fou au moment de l'infraction. Nous savons que l'Accutane peut causer une psychose. Chez Connor Hilton. Et c'est ce qui lui est arrivé. Mentalement? Le juge a jugé l'argument non convaincant et a refusé que le jury entende ce témoignage, ce qui a été un coup dur pour la défense. Il ne semblait vraiment plus y avoir d'autre option pour eux que de plaider coupable. Alors, Brigitte, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Ce ne serait pas la première fois que des avocats de la défense accusent un médicament d'un comportement. Ce n'est vraiment pas la première fois. Je dirais que c'est à la discrétion du juge de décider s'il estime que les preuves apportées par le témoin expert vont être utiles au jury ou si elles vont les embrouiller davantage. Ou est-ce que cela présente simplement les preuves sous un mauvais jour pour les jurés?
Donc, le juge a cette marge de manœuvre pour décider si cela doit être admis comme preuve ou non. Si le juge décide de ne pas autoriser cela comme preuve et que l'accusé décide alors d'accepter un accord de plaidoyer, il ne pourra plus revenir en arrière et faire appel de cet accord de plaidoyer. S'il avait poursuivi, disons, avec la tenue du procès, même sans ce témoin expert, et avait été reconnu coupable, il aurait alors encore eu la possibilité de faire appel. Mais il a choisi de ne pas faire cela. Donc maintenant, il n'a même plus cette option. D'après votre expérience, est-ce que cela signifie qu'Accutane ou un médicament similaire ne peut jamais être utilisé comme défense, ou bien faut-il fournir une preuve concrète? Il faut montrer comment cela a affecté le comportement de quelqu'un, parce que quelqu'un peut regarder ça et dire « c'est insensé ». Comment est-ce possible que quelqu'un ouvre le feu sur 2 personnes sans aucune provocation? Ça n'a aucun sens. Est-ce que cela doit être expliqué par un médicament, une sorte de drogue? Est-ce que cela exclut complètement cet argument ou est-ce que cela veut juste dire que vous n'avez pas apporté assez de preuves ici? Les éléments sont insuffisants pour poursuivre cette défense. Je pense que c'est juste dans cette situation particulière. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une ligne concrète qui relie le médicament Accutane à ce meurtre en particulier. Lors d'un procès pénal, ce que l'on cherche, c'est de savoir si c'est prouvé au-delà de tout doute raisonnable, n'est-ce pas? L'essentiel est, peut-on le prouver sans doute raisonnable? Il n'est pas nécessaire que ce soit la cause directe. C'est pourquoi nous faisons appel à des témoins experts pour donner leur avis. Et donc, le tribunal a de nouveau le pouvoir d'écarter l'avis et de dire que cela ne sera pas utile pour un jury. Cependant, un autre juge peut dire « Eh bien, je pense que cela sera utile pour un jury et que nous pouvons l'utiliser. » Et un jury peut alors décider s'il pense que cela suffit pour dire « Eh bien, c'est ce qui l'a causé. » Je pense que cela aurait dû être présenté dans le témoignage et que les jurés devraient pouvoir déterminer si c'est réellement ce qui l'a causé ou non. J'ai rapidement recherché ce sujet et il me semble qu'il a déjà été examiné dans d'autres affaires. Donc ce n'est pas comme si c'était totalement en dehors du domaine du possible. Mais évidemment, il y a la question de savoir si cela fonctionnera ou non. Et comme le juge a finalement refusé d'autoriser cette défense, je l'ai déjà dit, mais Bridget, j'imagine que tu es d'accord avec moi. Il n'avait nulle part où aller et ont dû plaider coupable. Il n'avait vraiment aucun endroit où aller, et c'est une confession claire. Vous avez quelqu'un qui dit qu'il voulait commettre un homicide auparavant. Il n'avait nulle part où aller, ni aucune autre défense à présenter alors. Alors, ils ont dû avancer avec un accord de plaidoyer. S'ils avaient intenté un procès, ils auraient sûrement perdu. Et la peine qu'il aurait pu recevoir aurait pu être bien plus lourde que celle qu'il a eue dans l'accord de plaidoyer. Au final, le chef de la police de Friendswood a sans doute le mieux résumé, qualifiant cet accord de plaidoyer de conclusion sombre sans réel gagnant. Il a affirmé que cette résolution évite à la victime et aux témoins un procès pénible, tout en assurant la responsabilité. La justice a été rendue, mais cette affaire reste un rappel solennel que dans des tragédies comme celle-ci, il n'y a pas de véritable gagnant. Une famille doit endurer la perte indicible d'un enfant. Une autre famille fait face à un long et difficile chemin vers la guérison. Et notre communauté de Friendswood a souffert de l'innocence perdue, d'amitiés brisées et de vies à jamais bouleversées. Je pense, Bridget, que c'est probablement la meilleure façon de l'expliquer. Certaines personnes diront que sans procès et sans jury pour entendre l'affaire, et si la peine maximale n'est pas prononcée, la justice n'est pas rendue. Mais quand on y pense, et qu'on pense au fait de ne pas avoir à passer par un procès, de ne pas obliger la victime à témoigner, de ne pas exposer un jury à tout cela, aux photos de la scène de crime et aux sujets difficiles, peut-être que ne pas avoir de procès est le meilleur scénario possible, non? Ça peut certainement être le cas de ne pas avoir à traverser un procès complet et que chacune des personnes touchées ait quand même pu dire ce qu'elle voulait dire. Elles ont pu confronter l'accusé et faire entendre au juge leur version des faits et la façon dont cela a impacté leur vie. Et sans avoir à traverser un procès de 3 ou 4 jours, parfois même plus long, où elles doivent être exposées, comme vous l'avez dit, aux photos de la scène de crime et à tout revivre. Donc parfois, c'est la meilleure façon de traverser cette épreuve. Bridget Williams, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis reconnaissant. Ravi de vous voir. Merci, Jessie.
Et c'est tout ce que nous avons pour vous ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. On se retrouve la prochaine fois.